Donc ce premier TD, il porte sur les arbres. Je ne vais pas parler des arbres dans le cours, on va les traiter uniquement en TD. Donc pourquoi est-ce que les arbres c'est important? Parce qu'on va le retrouver dans pas mal on va le retrouver comme une sous-structure dans pas mal des problèmes qu'on va considérer. Notamment les problèmes de plus court chemin par lesquels on va commencer. On va calculer des arbres de plus court chemin, d'accord, pour stocker tous les plus courts chemins à partir d'une origine. Le problème que je vous ai montré d'optimisation de lignes électriques, je vous ai dit, c'est aussi un arbre la solution. C'est un arbre couvrant de points minimum. Là, c'est carrément dans la définition du problème. Donc, on a besoin de savoir ce qu'est un arbre. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça. Est-ce que vous connaissez déjà les arbres? Tout le monde sait ce que c'est un arbre? Oui ou non? Pas trop sûr. Bon, alors ça va être des rappels alors, mais on va faire des preuves. On va faire des preuves pour montrer quelques propriétés. Donc les objectifs de ce TD, pour moi, essentiellement, il y en a 3. Je voudrais que vous sachiez combien il y a d'arêtes dans un arbre. Il y a combien d'arêtes dans un arbre à un sommet? Combien? Dans un arbre, si, il y a des arêtes, oui. À N, pardon, à N sommets. Oui. Il y en a N-1, donc on va voir ça ensemble. Deuxièmement, je voudrais que vous sachiez qu'il y a unicité du plus court chemin dans un arbre. Du plus court chemin dans un arbre. Donc ça, c'est une propriété remarquable. De plus court chemin pour aller d'un nœud à un autre d'un arbre, il n'y a qu'une façon. Okay. Et enfin, la dernière chose, c'est que je voudrais que vous connaissiez la représentation d'un arbre par un tableau. C'est un truc qui est utile parfois en algorithmique et qui est esthétique et efficace. Par un tableau, on va voir ça. Okay, pour ça, on va faire les 3 exercices qui se rapportent à ces questions. Et c'est les 1, 4 et 6. Donc les exercices ne sont pas dans l'ordre. Donc pour commencer, quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure dans le cours, que je rappelle ici, un chemin simple et un cycle 5. Donc un chemin simple, c'est un chemin qui ne contient pas 2 fois le même sommet. Pareil pour un cycle. Donc exemple, ça c'est un chemin simple. Contre-exemple, ça c'est pas un chemin simple. Ok, ça c'est pas simple. Et pareil pour les cycles. D'accord. Donc exemple d'un cycle simple, par exemple, ça va être comme ça. Et contre-exemple, ça va être quelque chose de comme ça. D'accord? Ça, je pars de là, je fais comme ça, je reviens là, je remonte à ce nœud, je passe là, et je repasse par le même nœud. Et je viens comme ça. Ça, c'est un cycle, mais il n'est pas simple. Ok? Pas simple. Et ici, c'est pareil. Si je fais comme ça, je passe là, je vais là. Hop, là, je repasse par ce nœud. Donc ça, c'est un chemin, mais il n'est pas simple. Ok. J'ai besoin de ça pour définir les arbres. Donc un arbre, c'est un graphe qui est connexe, je l'ai défini tout à l'heure, en un seul morceau, et où il n'y a pas de cycle simple. Pourquoi c'est important de préciser simple? Mais en fait, je vais tout le temps l'oublier parce que sans simple, cette phrase n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que dans un graphe, il y a toujours des cycles pas simples, dès lors qu'il y a une arête. Par exemple, vous faites ça. Vous passez d'un côté de l'autre de l'arête, ça c'est un cycle. Donc des graphes sans cycle, ça n'existe pas. D'accord? Même quand il n'y a pas d'arête d'ailleurs, on peut considérer que ça c'est un cycle, le sommet tout seul c'est un cycle de longueur 0. Okay? Donc des graphes sans cycle, ça n'existe pas. Des graphes sans cycle simple, oui, et s'ils sont connexes, c'est ça la définition d'un arbre. En un seul morceau et pas de cycle simple. Alors, est-ce que vous pouvez me dessiner 3 exemples d'arbres avec cette définition? 3 exemples différents. Une petite pause.
Donc voilà deux exemples d'arbres. Oui. Est-ce qu'on ne reboucle pas? C'est-à-dire, reboucle pas, c'est une façon intuitive de dire qu'il n'y a pas de cycle simple. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, si je rajoute une arête entre ce sommet et ce sommet, paf, je viens de créer un cycle ici. Et il est simple. Ok? Donc il faut éviter de créer ça. Et en fait, si tu veux dessiner un graphe sans jamais créer de cycle comme ça, tu ne peux que brancher vers l'extérieur, on va dire. Ok? Tu peux que brancher sans jamais te relier à un nœud que tu as déjà dessiné avant. Ok. Vous avez dessiné, beaucoup d'entre vous, ils ont dessiné des arbres enracinés. Des arbres qui ont la tête en haut comme ça et qui descendent. Pourquoi pas, hein? Mais ça, c'est un cas particulier d'arbre dont on va parler après. C'est un arbre dans lequel on a particularisé un nœud qu'on appelle la racine. La définition d'un arbre, elle ne suppose pas ça. Ici, il n'y a aucun nœud qui est particulier. J'en ai mis un en rouge pour les besoins du discours, mais il n'y en a pas de particulier. Okay, il n'y a pas de racine. Un truc qui nage librement. On ne sait pas où est la tête, on ne sait pas où sont les pieds. Il n'y a qu'un truc qui est particulier dans un arbre qu'on peut distinguer. Il y a un exercice sur ça à la fin, mais on ne le fera pas, je pense. C'est les feuilles. C'est-à-dire les nœuds qui sont aux extrémités. C'est-à-dire ils sont caractérisés par le fait qu'ils n'ont qu'un voisin. Tous les nœuds qui n'ont qu'un voisin, on appelle ça les feuilles, c'est les extrémités de l'arbre. Les autres sont à l'intérieur, c'est des nœuds de branchement. Donc il y a les nœuds de branchement, qu'on appelle les nœuds internes, et il y a les extrémités, c'est ceux qui ont degré 1. Okay. Ça, c'est un vocabulaire qu'il faut que vous connaissiez. Nœud interne. Ok. L'union disjointe de deux arbres est-elle un arbre? Ouais, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est l'union disjointe? Si je fais l'union de deux ensembles qui sont sur des éléments différents. Donc ça veut dire, je considère, j'ai deux graphes, par exemple, voilà ce graphe, plus ce graphe-là, d'accord? Ça c'est G1, ça c'est G2. L'union disjointe, c'est le graphe G qui a deux composantes connexes, une c'est G1 et une c'est G2. L'union disjointe, c'est je les colle sans rien faire d'autre, sans mettre d'arête entre eux. Ouais, du coup non. Mais du coup non, c'est pas un arbre. Pourquoi? Parce qu'on met pas d'arête entre eux. Et du coup, c'est pas connexe. C'est pas connexe, voilà. Donc quand c'est ça qui est un peu rigolo, c'est que quand vous faites l'union de deux arbres, c'est pas un arbre. Donc ce truc-là, par exemple, là, si je parle du graphe qui est comme ça, c'est pas un arbre. Techniquement, ça s'appelle une forêt. Une forêt, c'est un graphe dans lequel chaque composante connexe est un arbre. Okay. Donc l'union de deux arbres, c'est pas un arbre, mais c'est une forêt. Et l'union de deux forêts, pour le coup, ça reste une forêt. Ok. Alors, premier truc qu'on va essayer de montrer. Si G est un graphe qui n'a pas de cycle, et qui a au moins un sommet, et qui a M arêtes, je note M son nombre d'arêtes et N son nombre de sommets, est-ce que vous pouvez montrer que M, le nombre d'arêtes, est toujours plus petit ou égal au nombre de sommets moins 1 ? Non, mais qu'un seul sommet. Dans un graphe qui a sans cycle. Non, mais il faut montrer que c'est vrai pour tous les graphes sans cycle. Tous les graphes qui n'ont pas de cycle ont leur nombre d'arêtes qui est inférieur ou égal au nombre de sommets moins 1. Est-ce que vous pouvez montrer ça? Il y a une petite indication dans le sujet. Je vous conseille de le prouver par induction, c'est-à-dire par récurrence, sur le nombre d'arêtes. Je vous laisse quelques minutes pour essayer de faire ça.
Tu vérifies que c'est vérifiable. Si tu as soit toujours vérifiable. En haut, tu peux aussi que 4 bases. Et c'est le principe. Et l'opération d'augmenter la terre est bonne. Tout est bon. Parce que c'est mieux que ça, je pense. Je vous ai fait les deux premiers cas d'initialisation. Le premier suffit, hein, on peut initialiser seulement avec m égale 0. Donc un graphe qui a 0 arête. On a dit dans l'énoncé qu'on jouait qu'avec les graphes qui ont au moins un sommet. Oui. Donc s'il a 0 arête, m vaut 0 et n vaut au moins 1, ben 0 est inférieur à n-1 parce que n est plus grand que 1. Donc 0 est inférieur à 0. Ouais. Est-ce que c'est possible d'initialiser m plutôt que m ou la démonstration sera forcément avec m? C'est possible, mais c'est déconseillé. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est assez simple de raisonner avec m. Avec n, ça doit marcher, mais c'est peut-être pas évident. Dans le cas sans cycle, c'est bon. Peut-être. Dans le cas sans cycle, ça me Peut-être, mais du coup, voilà. Bon, non, je sais pas. Si vous voulez, on peut faire la démonstration en raisonnant sur n, mais... Et donc si ça ne vous plaît pas le cas d'initialisation avec m égale 0, même si ça suffit, on peut vérifier que c'est encore vrai avec m égale 1. Donc un graphe qui a une arête, ben, il a au moins deux sommets, parce qu'il y a au moins les deux extrémités de l'arête. Donc c'est encore vrai, m vaut 1 et n vaut au moins 2. Donc m est bien inférieur ou égal à n-1. Okay. Donc il faut le monter maintenant dans le cas général en faisant une récursion. Donc vous supposez que c'est vrai jusqu'à m égale k, et puis jusqu'à une certaine valeur donnée de m, et puis vous le montrez pour, voilà, pour k plus 1. Alors, quand tu as 0 arrête, tu n'as pas forcément qu'un sommet. Tu peux en avoir plein. C'était mon exemple. Oui, mais moi j'ai défini ça comme initialisation. Non, pas tout à fait. Ton cas d'initialisation, il n'est pas sur un graphe, il est sur un entier sur lequel tu fais la récursion. Donc si tu fais la récursion sur m, comme moi, tu initialises pour m égale 0. Donc tu dois considérer tous les cas où m vaut 0, pas seulement 1. D'accord, parce que d'accord. On fixe que très bien. Alors comment faire l'induction? Comment faire la récurrence? L'idée elle est assez naturelle. Je fais la récurrence en nombre d'arrêts. Pourquoi? Oui. Oui. Tu dois supposer que ça c'est vrai dès lors que m est plus petit
une certaine valeur, K. Et ensuite, il faut que tu montres que K plus 1, ça marche ensemble. D'une autre manière, tu peux considérer, tu peux faire la compte de la façon suivante. Tu peux dire, ok, j'ai un graphe à M arrête. Moi, je sais que c'est vrai jusqu'à M moins 1. Est-ce que j'arrive à montrer bon. Non, justement, N, tu le laisses tranquille. Tu fais le raisonnement sur le nombre d'arrêts. Donc, tu sais que ta propriété, qui s'exprime en fonction de M, mais pas que, c'est que la propriété, elle est vraie jusqu'à une certaine valeur de M. Tu sais que c'est vrai pour tous les graphes qui ont plus petit que 10 000 arrêts. Voilà. Maintenant, il faudrait que tu le montres pour 10 000 et une arrête. Comment est-ce que tu vas faire pour te ramener de K d'une arrête à K? Parce que dans le cas, tu sais que c'est vrai, et à K plus 1, c'est vrai. Il faut trouver un truc, tu parles d'un graphe avec K plus une arrête, je vais te ramener à une arrête de moins. Est-ce que tu peux faire? Simplement, c'est dans une arrête. Souvent, les moments, les heures, je sais pas quelle est, hier, tu vois. Ça vient, c'est après que ça soit. C'est une preuve de chose. Tu vois, ça sera. Bien sûr. Je galère toujours. Donc on initialise. Ok. Si je prends la matrice pour M0, ça m'a fait. Quand je suppose pour M égale à K, on a K inférieur à N-1. Et du coup, on prend K plus 1. K plus 1 inférieur à N-1. K inférieur à N. Ah non, 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 ça Non, marche pas. Ouais, je me disais que c'était trop simple. Non, non, ça marche pas. Donc toi, tu as dit, je suppose que c'est vrai jusqu'à K. Donc tu dois prendre M égale K plus 1. C'est ça que tu dis. Ouais. Si M égale K plus 1. Mais là, tu sais pas que c'est inférieur déjà à ça. Là. Tu peux pas déjà dire ça. Bah, c'est notre supposition, ça, non? Notre hypothèse. Non, ce que tu sais, c'est que si ton graphe n'a pas plus de K arrêtes, tu sais qu'il a que son nombre d'arrêtes est inférieur à N-1. Maintenant, tu veux montrer que quand il a K plus une arrête, c'est encore vrai, c'est-à-dire que c'est inférieur à N. Mais tu sais rien. Oui. Tu sais pas ça. Parce que si, c'est sûr que si tu dis que quand il a K arrête, M est inférieur à N-1, c'est réglé. Ouais. Mais ça, souvent, tu sais pas. Tu sais rien du tout. C'est un graphe là, pour lequel, pour l'instant, tu sais rien dire. Okay. Donc, il faut te ramener au cas sur lequel tu sais dire quelque chose quand il a une arrête de moins. La contre-traduction, c'est bon? Il a une arrête de monde. Oui, parce que toi, tu veux le montrer pour un graphe qui a un certain nombre d'arêtes, mais tu sais que c'est déjà vrai pour tous les graphes qui ont moins d'arêtes que ça. Donc comment tu fais pour te ramener d'un graphe qui a ce nombre d'arêtes à un graphe qui a moins d'arêtes que ça? Ben, tu peux en enlever une. Ok, donc je fais K-1, K+1 dans ma démonstration. Mais il faut enlever une arête, mais il faut choisir laquelle tu enlèves, parce que ça va changer le graphe que tu obtiens. Par exemple, selon l'arête que tu enlèves, il peut être connexe, pas connexe, il peut y avoir, tu peux casser des cycles, peut-être pas, je sais pas. D'accord. Il est où ce truc? Oui, c'est là. Donc ok, donc pour tout le monde, je vais faire peut-être le raisonnement. Donc pour tout le monde, l'induction, ça marche comme ça. En fait, on peut presque oublier le cas. J'ai un graphe qui a M arrête, ok, et je veux montrer que M, qu'en fait, ce nombre, il est plus petit que le nombre de sommets moins 1. Et moi, je sais que ça, c'est vrai lorsque M est plus petit que ça, d'accord? Donc je sais que si j'ai un graphe à M-1 arrête, je sais des choses. Si j'ai un graphe à M-2 arrête, je sais des choses, etc. Donc moi, j'ai un graphe à M arrête sur lequel je ne sais rien. Je veux me ramener à un graphe à moins d'arrête. Qu'est-ce que je peux faire? Idée pas folle. Je vais enlever une arrête. Je vais enlever une arrête du graphe. Sur ce graphe-là, je sais des choses. Ok? Alors, sur le graphe G moins une arrête, donc je l'avais appelé E, je vais considérer le graphe G où j'ai enlevé l'arrête E. Okay? Je supprime celle-là. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, il a une arrête de moins. Okay?
Donc je sais que pour les graphes qui ont une arête de moins, j'ai son nombre d'arêtes à lui là, à G moins E. Alors c'est combien son nombre d'arêtes d'ailleurs? C'est moins 1. Je sais que lui, c'est plus petit que son nombre de sommets moins 1. C'est combien son nombre de sommets? C'est n, toujours. Il n'a pas bougé le nombre de sommets. J'ai enlevé une arête, mais je n'ai pas touché au sommet. D'accord? Donc, c'est n moins 1. Ok? Donc, je sais que m est plus petit que n. Bon, moi, c'est pas ce que je voulais, moi. Je voulais que m soit plus petit que n moins 1. Donc là, vous voyez, typiquement, là, j'ai rien fait. Là, j'ai pas avancé. Donc, ce que je veux, c'est arriver à dire quelque chose d'intéressant sur g moins e pour arriver à gagner, quoi, quelque chose, là. Alors, je suis parti d'un graphe dans lequel il n'y avait pas de cycle. Hein. C'est ça l'hypothèse. Qu'est-ce qui se passe dans un graphe où il n'y a pas de cycle si j'enlève une arête? Oui, il y a un sommet qui sera isolé. Pas isolé, mais il y a quelque chose qui se casse. Deux graphes, on aura deux graphes. Il va y avoir une composante connexe de plus. Okay. C'est-à-dire que l'arête E, là, je ne vais pas l'appeler E, c'est peut-être pas très parlant, je vais l'appeler AB. Okay. Avant, quand il y avait l'arête A et B, c'était dans la même composante connexe. Une fois que j'enlève l'arête, ils ne sont plus dans la même composante connexe. Pourquoi? Parce qu'on ne cycle pas. Oui, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de cycle. Du coup, s'il y avait un chemin de A à B, la définition de ils sont dans la même composante connexe, c'est il y a un chemin dans G moins E, il y a un chemin de A à B. Mais s'il y avait un chemin dans G moins E de A à B, alors ça ferait un cycle dans G quand je rajoute AB. Ok? Ou non? Donc il n'y a pas de chemin dans G moins E de A à B. Donc A et B, ils sont dans deux composantes connexes différentes. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, le graphe, c'était des composantes connexes, dont la composante connexe de AB. D'accord? Donc maintenant, A et B, ils sont plus dans la même composante connexe. Donc elle s'est cassée, cette composante connexe, en plusieurs. En combien elle s'est cassée? Pourquoi en deux? C'est ça qu'il faut montrer, c'est la deuxième chose. Ça, c'est vrai dans tous les graphes. Si dans un graphe G, vous enlevez une arête, dans un graphe connexe, ok? On part de G connexe. Là, c'est le cas pour la composante. La composante, c'est une composante connexe, donc ce bout du graphe, il est connexe. J'enlève une arête. Ok? Si G n'est plus connexe, là on a dit c'est plus connexe parce qu'il n'y a plus de chemin de A à B. Si G n'est plus connexe, il a combien de composantes? Il en a exactement 2. Est-ce que vous pouvez me le montrer? Ouais, et moi, intuitivement, je sens. Hein, parce qu'il y a deux côtés de l'arête, quoi. Si vous avez cassé le graphe en enlevant l'arête, en fait, c'est que l'arête, c'est ce qu'on appelle un isme. Ça veut dire que vous avez une partie du graphe d'un côté, une partie du graphe de l'autre. D'accord? Et pas du tout d'arête entre les deux. Ok? C'est la seule façon de déconnecter en enlevant une seule arête. Okay? C'est que le graphe, il ressemble à ça. Donc ça va faire exactement deux morceaux. Tous ceux qui étaient dans le même morceau que lui vont rester dans le même morceau. Tous ceux qui étaient dans le même morceau que lui vont rester dans le même morceau. Est-ce que ça, vous pouvez me le montrer un peu formellement? Ouais. Moi, je fais par l'absurde. Enfin, oui. On prend les autres cas. Vas-y. Si on parle du principe qu'on coupe cette arête et il n'y a quand même qu'une seule composante connexe. Alors là, on est parti de l'hypothèse qu'il n'y en a plus qu'une. Il y en a plus d'une. Mais il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, quatre, on ne sait pas. Bon, je vais montrer qu'il n'y en a que deux. Juste un cas, c'est pas grave. Ouais. Donc si on a plus, ça veut dire que avant cette coupure, on en avait plus d'une. Ouais. Ce qui veut dire que c'est ça, ouais, ça pas un apport. Tu vas un peu vite, mais oui. C'est vrai, mais tu vas un peu vite. Je voudrais juste prouver le truc justement très facile. Ouais, un peu plus basiquement.
et plus formellement. En restant sur l'idée de le faire par l'absurde, le seul moyen de pas avoir deux en enlevant une arête, c'est qu'il y en avait une autre qui revenait sur la même chose, donc il y avait un cycle. Donc... Ouais, mais là, vous faites des suppositions aussi difficiles que de dire que ça se coupe en deux. Je voudrais vraiment prouver un truc, je suis d'accord, qui est très intuitif, mais justement, je ne voudrais pas le laisser au niveau de l'intuition. Je voudrais faire une preuve un peu formelle. Alors, je vous en propose une. Moi, ce que je veux, c'est montrer que tous les autres... Pour montrer qu'il n'y a que deux composantes, je veux montrer qu'il n'y a que la composante de A et la composante de B. Donc, je vais prendre un sommet U, un autre sommet du graphe, et je vais montrer qu'il est soit dans la composante de A, soit dans la composante de B. Auquel cas, j'aurais montré qu'il n'y a que deux composantes connexes, celle de A et celle de B. Et avant, on a montré ensemble que A et B, n'étaient pas dans la même composante. Sinon, il y aurait eu un cycle. Donc, je prends un sommet U. Dans G, G, il est connexe. D'accord ? Donc, je prends mon sommet U. Je sais que je peux aller où je veux. En particulier, je peux aller vers A. OK ? Il y a un chemin qui va jusqu'à A. Là, il y a un chemin P. Là, je vais discuter selon deux cas pour le chemin. Ce chemin P, soit il va à A sans emprunter l'arête BA, soit il emprunte l'arête BA. OK ? Il fait ça. Donc, si le chemin P, il va à A sans emprunter l'arête BA, il existe toujours dans G privé de l'arête BA. D'accord ? Ce chemin P, il existe aussi dans G privé de AB, si jamais il n'emprunte pas l'arête BA du tout, pas l'arête AB. D'accord ? Donc, s'il n'emprunte pas l'arête AB, comme il existe là-dedans, c'est un chemin de U à A là-dedans, et U est dans la composante connexe de A, par définition. Si, l'autre cas, c'est qu'en fait, ce chemin de U à A, en fait, on ne pouvait pas y aller à U sans passer par B. C'est ça que ça veut dire. Si le chemin, il passe par B, donc si je fais l'autre cas, si le chemin, il passe par B, moi, je peux toujours prendre un chemin simple. Pourquoi est-ce que si je peux aller de U à A par un chemin, je prétends que je peux toujours y aller par un chemin simple. Là, j'en ai besoin. Quand vous avez un chemin entre deux sommets, vous avez aussi toujours un chemin simple. Pourquoi ? Parce que s'il n'est pas simple, Il y a un cycle. ouais, mais ça c'est pas grave. Je fais la démonstration dans un G quelconque, dans un graphe. Parce que ça, c'est carrément vrai dans n'importe quel graphe, que quand j'enlève une arête, le graphe, s'il se coupe, ne se coupe qu'en deux morceaux. C'est pas particulier aux arbres, c'est pas particulier aux graphes sans cycle, c'est pas particulier à rien du tout. C'est vrai pour tous les graphes. Pourquoi est-ce que je peux toujours aller de U à A par un chemin simple ? Parce que s'il n'est pas simple, qu'il y a une répétition de sommet, je peux toujours court-circuiter le chemin comme ça. Ok ? J'oublie ça. C'est-à-dire que quand je suis en X, je peux directement aller là, puisque X à là, il y a une arête. D'accord ? Donc je peux enlever ça. Donc d'un chemin pas simple, en enlevant les redondances une par une, je peux toujours le faire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, obtenir un chemin simple. Donc s'il y a un chemin simple, si chemin de U à A, s'il existe un chemin de U à A, alors, ça c'est très général, alors il existe un chemin simple de U à A. C'est toujours vrai ça. Ok, donc moi je prends un chemin simple de U à A. Et je discute est-ce qu'il contient ou pas l'arête BA. S'il est simple et qu'il contient BA, je sais que cette partie-là du chemin ne la contient pas. Je vais appeler cette partie-là P'. D'accord ? P' ne contient pas AB. Pourquoi ? Parce que P, il est simple. Donc s'il contient deux fois la même arête, le chemin, il n'est pas simple. En particulier, il contient deux fois le même sommet, s'il contient deux fois la même arête. Ok, donc cette partie-là du chemin, elle ne contient pas AB. Du coup, P', il existe aussi dans G privé de AB. Et donc, dans G privé de AB, j'ai un chemin de U à B. Ok, donc U, dans ce cas-là, U, il appartient à la composante connexe de B. Donc, il n'y a que deux solutions. Le chemin simple de U à A, soit il ne contient pas l'arête AB, et alors U est dans la composante de A, soit il contient l'arête AB, et alors U est dans la composante de B. Okay ? Donc voilà une façon un peu formelle. On ne va pas souvent revenir à des trucs aussi formels, mais aujourd'hui, oui.
Voilà une façon un peu formelle de dire que quand j'enlève une arête dans un graphe, il n'y a que deux choses qui se passent. Soit il n'est pas déconnecté, dans un graphe qui était connexe au départ, soit il est déconnecté et c'est en exactement deux composantes connexes, les deux côtés de l'arête. Exactement comme vous l'imaginez, cette situation-là. Ok ? Ok, ben donc c'est ça qui s'est passé dans notre composante connexe. Vous avez dit, la composante connexe, c'est sûr qu'elle se déconnecte parce qu'il n'y a pas de cycle. On a montré ça pour commencer. Donc elle se déconnecte, et elle se déconnecte exactement en 2. Ok ? Donc pour cette composante connexe, si je note M1 et N1, le nombre d'arêtes et de sommets dans la première partie, d'accord ? Et M2 et N2, le nombre d'arêtes et de sommets dans la deuxième partie. Okay. En fait, j'ai pas trop bien écrit la preuve, je m'aperçois, mais je pourrais corriger. J'ai directement raisonné sur la composante connexe. Donc si cette composante connexe, peut-être comme ça que je devrais le faire. Ok. Donc je veux montrer que M est plus petit que N-1. D'accord ? Je vais faire deux cas. Si G n'est pas connexe, alors je prétends que c'est gagné. Si G n'est pas connexe, je sais que sur chacune de ces composantes connexes, il y a moins de M arêtes. Donc là, par récursion, j'ai le truc. D'accord ? Donc j'appelle M1, N1, M2, N2, M3, N3, jusqu'à M, K, N, K, où ça, c'est le nombre de composantes connexes. OK ? Dans G. Donc, je sais que pour chacune d'elles, comme M1 est plus petit strictement que M, d'accord, là, en tout, là, il y en a M d'arête. M2, c'est plus petit que M. Donc, par récursion, j'ai ma propriété. Donc, je sais quoi ? Je sais que... Je ne veux pas répondre. Et je sais que j'ai M1 qui est inférieur ou égal à N1 moins 1. J'ai M2 qui est inférieur ou égal à N2 moins 1, etc. J'ai ça pour toutes les composantes. Et le nombre d'arêtes M, c'est exactement la somme des MI dans toutes les composantes. D'accord ? Quand je somme tout ça, j'obtiens M. Et ici, j'obtiens quoi ? J'obtiens la somme des NI moins le nombre de composantes. Parce que j'ai moins 1 pour chaque composante. Donc j'obtiens la somme des NI moins K. Okay ? Et je rappelle que K est supérieur ou égal à 2, puisque le graphe n'est pas connexe. Il a au moins deux composantes connexes. Donc ça, la somme des MI, c'est exactement M. La somme des NI, c'est exactement le nombre de sommets dans le graphe. Et je me retrouve grâce à ces inégalités, à savoir que M est inférieur ou égal à N moins K, avec K supérieur ou égal à 2. Donc, dans ce cas-là, c'est gagné, d'accord ? Avec K supérieur ou égal à 2. Donc, dans le cas où il n'est pas connexe, il n'y a même pas de suspense. On compte bêtement les arêtes dans chaque composante. Chaque composante, je peux lui appliquer l'hypothèse de récursion parce qu'elle est plus petite que le graphe tout entier. Et je me retrouve avec M est plus petit que N-2. Donc, en particulier, il est plus petit que N-1. C'est pour ça que là, c'est très facile dans le cas où G n'est pas connexe. J'ai un peu fait le raccourci dans la correction. Du coup, on vient sur le cas un peu plus intéressant. Le deuxième cas. Le cas où G est connexe. Ça va nous simplifier l'analyse. Donc, je pars d'un graphe G qui est connexe. Il n'y a pas d'histoire de composante. D'accord ? G est connexe. Je lui enlève l'arête AB. Vous m'avez dit que c'est sûr qu'il se casse en deux morceaux, parce qu'il n'y a pas de cycle. D'accord ? Et ces deux morceaux, je les appelle la composante C1 et la composante C2. La composante C1, elle a M1 arête et N1 sommet. La composante C2, elle a M2 arête et N2 sommet. Ok, et sur chacune d'elles, qui est un graphe qui a moins d'arêtes que M, d'accord ? J'ai encore une fois M1 c'est plus petit que M et M2 c'est plus petit que M. Donc je suis content, je peux appliquer mon hypothèse de récursion. C'est pour ça que j'ai enlevé une arête au graphe, d'accord ?
C'est pour qu'il ait moins d'arêtes et que je puisse appliquer l'hypothèse de récursion. Donc de ce côté-là, c'est vrai, c'est exactement comme tout à l'heure. Je sais que M1 est plus petit que N1 moins 1. Je sais que M2 est plus petit que N2 moins 1. Quand je mets ces deux trucs-là ensemble, j'obtiens que M, qui vaut exactement M1 plus M2, attention, plus 1, celle que j'ai enlevée. D'accord? Le nombre d'arêtes total dans le graphe, là, c'est M1 plus M2 plus celle que j'ai enlevée. Donc là, il y a un plus 1 qui apparaît par rapport au cas d'avant. C'est pour ça que c'est un petit peu plus limite. Donc ça, je sais que c'est inférieur ou égal par ces deux inégalités là et là. Je sais que c'est plus petit que N1 plus N2 moins 2 plus 1. Moins 2, c'est moins 1, et plus 1, c'est celui-là de plus 1 que je n'ai pas oublié. Et ça fait quoi? N1 plus N2, le nombre de sommets à droite plus le nombre de sommets à gauche, c'est le nombre de sommets en tout. Ça fait N. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et je viens de montrer en résumé que M est inférieur à N moins 1. Ce qui était ce que je voulais montrer. D'accord? Donc l'idée, elle est relativement simple. Je résume du coup. Pour faire la récursion, vous savez que la propriété est vraie jusqu'à un certain nombre d'arêtes. Pour faire la récursion, vous partez d'un graphe qui a une arête de plus et vous en enlevez une pour retomber sur vos pattes, sur ce que vous savez. Il faut un peu discuter sur ce qui se passe, d'accord, pour arriver à compter comme il faut les arêtes et les sommets. De façon plus fondamentale que faire ce raisonnement particulier-là, on a montré deux choses qui vont nous servir tout le temps. Que dans un graphe sans cycle, quand j'enlève une arête, c'est sûr que je déconnecte quelque chose. Je déconnecte la composante de cette arête. D'accord ? Et que dans un graphe en général, quand j'enlève une arête et que ça se déconnecte, je déconnecte uniquement en deux. Et exactement en deux. Okay, donc c'est deux trucs à retenir. Si j'ai un graphe qui n'a pas de cycle, que j'enlève une arête, c'est sûr que je déconnecte un truc. C'est intuitif ça. Et si j'ai un graphe et que quand j'enlève une arête, il se déconnecte, c'est sûr que se déconnecte exactement en deux morceaux, pas en trois, pas en quatre. Donc, c'est les deux trucs qu'on a montrés. Et avec ça, du coup, on a notre petite propriété qui est que si je suis sans cycle, mon nombre d'arêtes, c'est plus petit que n-1. Maintenant, je veux montrer un autre truc. Je veux montrer que si je suis un graphe, pas sans cycle, si je suis un graphe connexe, alors mon nombre d'arêtes, c'est plus grand que n-1. C'est au moins n-1. Est-ce que vous pouvez le faire, pareil, par induction sur le nombre d'arêtes? Même mécanisme. Vous partez d'un graphe connexe, vous lui enlevez une arête, et vous espérez appliquer l'hypothèse d'induction sur des morceaux qui restent. Alors justement, il faut discuter. Ce graphe, il est connexe, mais vous ne savez pas grand-chose. Peut-être qu'il a plein de cycles. Donc quand vous enlevez l'arête, vous n'êtes pas sûr que ça déconnecte. Soit ça ne déconnecte pas. Vous faites le calcul. Est-ce que c'est bon? Vous retombez sur vos pattes ou pas? Soit ça déconnecte, et vous faites le calcul sur autre chose pour retomber encore sur vos pattes. D'accord? Donc là, il y a deux cas à considérer. Je pars d'un graphe connexe qui a une arête de plus. J'en enlève une. Bon, là, vous pouvez enlever n'importe laquelle. Il n'y a pas à la choisir. Tout à l'heure, on a enlevé une arête qui est dans un cycle. Non, pardon, il n'y avait pas de cycle, au contraire. Ouais. Non, là, c'est pareil, vous n'avez pas à la choisir. Vous enlevez une arête et vous discutez. Soit ça a déconnecté, soit ça n'a pas déconnecté. Je vous laisse 3 minutes pour réfléchir à ça. Avec ce qu'on a raconté avant, ça doit beaucoup simplifier le raisonnement. Oh, c'est long. Oui. Voilà, je ne sais pas si c'est un truc à considérer, mais justement, je ne sais pas. En fait, regarde, tu peux prendre le truc par ce qui toi t'intéresse. Toi, ce que tu cherches, c'est à appliquer l'hypothèse d'induction. Donc, ce que tu voudrais, c'est avoir un graphe connexe avec une arête de. Bon, t'enlèves une arête. Est-ce que ton graphe il est toujours connexe? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, du coup, dans le graphe, il est toujours connexe. Dans le cas où il est toujours connexe, c'est super, tu peux appliquer ton hypothèse. Donc, peut-être tu peux commencer par ça. T'enlèves une arête, n'importe laquelle. Et tu
dis, ok, soit il est connexe, soit il n'est pas connexe. D'abord, je traite le cas où il est connexe. Dans le cas où il est connexe, c'est un graphe connexe avec une arête de moins. J'ai mon hypothèse d'induction, je sais qu'il y a un certain truc qui est vérifié. Donc, je regarde ce cas-là, et après, on va regarder le cas où ça a déconnecté. Parce que maintenant, je sais des trucs. Je sais que quand ça a déconnecté, on envoie une arête. Ça a déconnecté en exactement 2 morceaux. Et avec ça, tu vas refaire le calcul. Ce qu'on avait une arrêt, c'est que ça se fait. C'est moi en fait. Si. Quand tu es dans un graphe sensible et que tu as une arête, c'est ça? Tu sais que ça déconnecte quoi? La composante de contenir l'arête, les autres composantes c'est je pense, juste la composante qui contient l'arête, elle est connectée, et elle, tu sais qu'elle est connectée exactement en deux. Dans les graphes connexes, quand tu enlèves l'arête, ça se casse en deux. C'est très général. Si tu es dans un graphe très complexe, tu enlèves l'arête. Mais si ça déconnecte, tu sais que c'est exactement le même. Tu ne peux pas laisser l'écrire en dessous de morceaux. C'est ce qui fait, c'est qu'un arrêt, c'est que ça peut faire par la suite. Imagine que ça déconnecte en 3 morceaux. Mais quand tu les arrêtes, ça les reconnecte. Comment tu peux reconnecter les 3 morceaux avec une seule arrête? Je ne peux pas, c'est vraiment, c'est forcément que ça va casser comme ça. Je suis pas sûr que vous fassiez autre chose. Ça, c'est pas inférieur ou égal, c'est inférieur ou égal. T'as l'hypothèse d'induction. Là, j'ai appliqué l'hypothèse d'induction. Parce que comme le nombre d'arrêts que dans ce graphe est strictement de M, ça, j'ai déjà l'information que là, mon identité est vérifiée. Dans l'exemple, je suppose que c'est prouvé jusqu'à une certaine valeur de taille. Dans les parties de valeur même, le but, c'est plein d'axes de non mais c'est un peu donc peut-être je fais encore une correction pour tout le monde, beaucoup plus rapide du coup. Donc je sais que pour m inférieur ou égal à une certaine valeur, j'ai toujours mon hypothèse de récurrence qui est vérifiée, c'est-à-dire m, cette fois, est plus grand que n-1. Dans un graphe connexe, il y a au moins n-1 arête. Ok, donc je pars d'un truc avec m égale k plus 1. En fait, je m'en fous, je pars d'un truc avec m arête, je veux retomber sur un truc avec moins d'arêtes. Comme toujours, donc je pars d'un truc, moi je sais que j'ai un graphe connexe à m arête. Et je voudrais, pour appliquer mon hypothèse de récursion, il faut quand même se prendre des précautions, si G est connexe. Si G est connexe. Donc, moi j'ai un graphe connexe à m arête, je veux retomber sur un graphe connexe avec une arête de moins. Bon, ce que j'ai envie, comme tout à l'heure, c'est d'enlever une arête. Okay, j'enlève l'arête. Alors là, le problème, c'est que je ne contrôle plus est-ce qu'il est encore connexe ou pas, parce qu'en enlevant une arête, je l'ai peut-être déconnecté. Donc je traite les deux cas. Okay, le cas qui est le plus simple, c'est quand justement je peux direct appliquer mon hypothèse de récurrence. Si G, donc je vais encore l'appeler AB peut-être, si G privé de AB est toujours connexe, alors là, là j'y vais franco. Je sais que j'ai un graphe qui a une arête de moins et qui est connexe. J'ai supposé par induction qu'avec une arête de moins, la propriété elle est bonne. Donc du coup, la propriété, c'est que le nombre d'arêtes de G privé de AB, alors il a combien d'arêtes G privé de AB? Il en a m-1. C'est supérieur ou égal à son nombre de sommets. Il a combien de sommets? Pareil que G. Il en a n-1. C'est supérieur, c'est ça la propriété de récurrence. Okay, nombre d'arêtes supérieur ou égal à nombre de sommets moins 1. Son nombre d'arêtes à lui, c'est m-1 parce que j'en ai enlevé une. Et son nombre de sommets, il n'a pas bougé.
Donc si j'ai ça, bien sûr que là, il n'y a rien à faire, hein, c'est gratuit. Bien sûr que j'ai en particulier m qui est supérieur à n-1. Donc ça, c'est vraiment le cas gratos. Pourquoi? Parce que j'ai supposé qu'en enlevant mon arête, j'ai gardé la connexité, du coup, je peux directement appliquer mon hypothèse de récurrence et ça conclut. Mais je ne suis pas sûr de l'avoir gardé, la complexité. Je dois regarder le cas où G privé de AB n'est plus connexe. Mais ça, vous en savez quelque chose de plus maintenant avec ce qu'on a raconté. C'est qu'il a combien de morceaux, ce graphe qui est plus connexe en enlevant une arête? Il en a exactement 2. Quand dans un graphe connexe, j'enlève une arête, si ça casse, c'est exactement en 2 morceaux. Comme tout à l'heure a dit votre camarade, l'intuition, c'est que si ça avait cassé en plus de morceaux que ça, je ne pourrais pas les recoller en remettant l'arête. S'il y a 3 morceaux, comment avec une arête je peux recoller tous les morceaux ensemble? Je peux recoller que 2 morceaux avec une arête. Donc c'est que ça a cassé en 2. Donc si G n'est plus connexe, alors si G moins AB n'est plus connexe, G moins AB a exactement 2 composantes connexes. Okay. Donc ces 2 composantes connexes, je vais les appeler encore une fois C1 et C2. C1 a M1 arête et N1 sommet. C2 a M2 arête et N2 sommet. Et je sais que M1, bien sûr, j'ai enlevé une arête. Donc M1, il est plus petit que M. Et M2, il est plus petit que M, mon nombre d'arêtes au départ. D'accord ? Même si toutes les arêtes sont du même côté, c'est vrai. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cassé avec un sommet tout seul et tout le reste du graphe là. Dans ce cas-là, tout le reste du graphe, il a exactement M-1. Puisque pour arriver à cette situation, vous avez retiré une arête quand même. Donc c'est clair que les deux sont strictement inférieurs à M. Du coup, hypothèse d'induction, vu qu'ils ont strictement moins d'arêtes et que chacun est connexe, ça c'est une composante connexe. Connexe avec moins d'arêtes, je sais que j'ai mon hypothèse d'induction, qui est que ça doit vérifier M1 est plus grand que N1 moins 1 et ça doit vérifier M2 est plus grand que N2 moins 1. Ok, bon là je prie pour que quand je recolle, ça donne ce que je veux. Je somme les deux. De ce côté-là, je vais me retrouver avec M1 plus M2, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse moi, parce que je veux parler de M, le nombre d'arêtes dans le graphe de départ, et c'est M1 plus M2 plus 1. Okay, donc je somme ça plus 1. C'est supérieur ou égal à N1 plus N2 moins 2 plus 1, le plus 1 qui est ici. D'accord, j'ai mis les deux côtés. Eh bien, voyons si c'est bon. Ça, c'est exactement M. Ça c'est N. Vous avez 2 composantes. Nombre de sommets à gauche plus nombre de sommets à droite, c'est le nombre de sommets en tout. Et j'obtiens quoi? J'obtiens M qui est supérieur ou égal à N. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Supérieur ou égal à N moins 1. Ouf. Ça marche. D'accord. Donc là, quand vous avez à faire des preuves comme ça, guidez-vous par qu'est-ce que vous voulez faire pour retomber sur vos pattes. Vous voulez appliquer votre hypothèse d'induction. Donc vous voulez, à partir de votre graphe qui a une arête de trop, retomber sur un graphe qui a une arête de moins. Donc vous enlevez une arête. Alors là, on a de la chance, il ne faut pas la choisir. Mais des fois, il faut la choisir. Peut-être, par exemple, si vous êtes dans un graphe, vous savez qu'il y a un cycle, il faut enlever une arête du cycle. Il faut peut-être enlever une arête qui touche un sommet de degré, je ne sais pas. Selon les cas, d'accord, il faut s'arranger. Vous faites quelque chose qui vous arrange. Vous allez pouvoir arriver à analyser la situation après. Mais l'idée de base, c'est enlever une arête pour retrouver mon hypothèse d'induction qui marche sur les graphes qui ont moins d'arêtes. Okay. Ok. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, par exemple. Voilà. Donc ma correction, il y a un petit truc elle est mieux, là, celle que je vous ai faite sur la question d'avant, là, elle est mieux parce que j'ai distingué le cas G n'est pas connexe de G est connexe. Dans la correction, je n'ai pas traité G n'est pas connexe. On aura la version avec les notes. Oui, ça aussi vous l'aurez. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, par contre, il y a un truc qu'on a un peu oublié là. C'est que dans ce cas-là, mon hypothèse d'induction, quand même, elle marche sur les graphes sans cycle. Je n'ai pas vérifié que les graphes que j'obtenais à gauche et à droite, ils étaient sans cycle. Ah oui. Ouais, en fait, ça va, parce que ça, c'est gagné. D'accord? Quand vous... Parce que le graphe à gauche et à droite, ils étaient déjà contenus dans le gros graphe de départ. Donc, s'il y avait un cycle dans un des deux, il serait dans le gros graphe de départ, qui, lui, je sais qu'il était sans cycle. Ouais. Donc, quand vous avez un sous-graphe d'un graphe sans cycle, le sous-graphe aussi, il est sans cycle. Et par contre, sous-graphe d'un graphe connexe, là, il n'est peut-être pas connexe.
Et il y a un sens dans lequel ça marche. Par contre, sur graphe d'un graphe connexe, vous rajoutez des arêtes à un graphe qui est déjà connexe, ben, il est encore plus connexe. Okay. Parce que si vous pouvez aller de n'importe où à n'importe où avec les arêtes d'avant, vous rajoutez des arêtes, ben, à la limite vous n'en servez pas, vous pouvez encore aller de n'importe où à n'importe où. Ok, donc j'ai oublié de vérifier ce petit truc-là. Du coup, quel est le nombre d'arêtes dans un arbre à n sommets? Ah, mais attendez, je me presse comme un fou, mais on a jusqu'à 12h30. Eh oui, j'étais sur... on va aller jusqu'à midi. Ah, j'ai fait n'importe quoi alors avec l'horaire. On s'est arrêté à quelle heure le cours là? 10 heures. Ah oui, je me suis arrêté à 12h30 alors qu'en fait il y avait encore un quart d'heure. Non mais c'est pas grave, très bien. Du coup là par contre on a jusqu'à 12h30. Cool. Peut-être pas aller jusque là mais ça va nous aider. Parce que là je trouvais que le temps passait très vite dans le TD. Là. Mais on a un peu plus de temps que ça. Si on finit avant, on finit avant. Quand on a fini 1, 4, 6, je vous lâche, promis. Donc quel est le nombre d'arêtes d'un graphe à n sommet finalement? D'un arbre à n sommet. C'était la question que je poursuivais au départ. Je dis 3 objectifs aujourd'hui. D'abord, déterminer il y a combien d'arêtes dans un arbre. Il y en a un qui me l'a dit, un arbre a toujours n-1 arête. Et là on vient de montrer quoi? Alors ça se voit pas trop parce qu'avec la correction milieu on ne voit plus rien. On vient de montrer qu'un arbre c'est quoi la définition? C'est qu'il est sans cycle et connexe. On vient de montrer qu'un graphe connexe a au moins n-1 arête, et avant on a montré qu'un graphe sans cycle, il en a au plus n-1. Donc si je suis sans cycle et connexe, j'en ai au moins n-1 et j'en ai au plus n-1, donc j'en ai exactement n-1. Okay, on peut le vérifier sur tous les dessins qu'on a fait si vous voulez. En fait, vous voyez ici, si vous comptez le nombre d'arêtes et le nombre de sommets, il y a toujours une arête de moins. Okay. Avec les arbres enracinés, c'est très facile à voir qu'il y a une arête de moins que de sommet. Parce que chaque sommet, vous le comptez avec l'arête qui le lie à son père. Donc ça fait un sommet, une arête, un sommet, une arête, un sommet, une arête, un sommet, une arête. Donc en fait, on a l'impression qu'il y a le même nombre de sommets que d'arêtes. Sauf pour la racine qui, elle, n'a rien. Donc c'est elle qui fait le déficit de 1. Okay. Donc sur un arbre enraciné, c'est très facile à voir. Sur les arbres enracinés, c'est assez facile aussi. Vous enlevez une feuille, ça revient au même. Hein. Vous enlevez une feuille, vous enlevez un sommet, une arête. Vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un sommet. Voilà. Vous avez enlevé autant d'arêtes que de sommets jusqu'à avoir un sommet. Donc il y a un sommet de plus que d'arêtes. Ok? Ok. Et on a montré ça comme il faut. Alors du coup, ce qui est intéressant avec ça quand même, c'est d'exploiter ça un peu. Parce que faire l'épreuve, c'est peut-être un peu fastidieux parfois. Par contre, on peut facilement, après, monter d'autres trucs. On peut montrer ça, par exemple. Montrer que si un graphe a n-1 arête et qu'il est connexe, alors c'est un arbre. Donc, si vous voulez vérifier que c'est un arbre, vous pouvez vérifier une seule des deux propriétés et compter le nombre d'arêtes. S'il est connexe et qu'il a n-1 arête, c'est un arbre. S'il est sans cycle et qu'il a n-1 arête, c'est un arbre. Avec ce qu'on a montré, vous pouvez arriver à montrer ça. C'est dans la correction, on ne le fait pas ensemble. Okay. Pareil, vous pouvez montrer un truc très intéressant, c'est que les arbres, en fait, on peut les définir autrement. C'est les graphes extrémaux pour la propriété de connexité, ou dit de manière autrement mais équivalente, ou pour la propriété de ne pas avoir de cycle. C'est-à-dire, je dis les choses plus facilement, les graphes, c'est les arbres, c'est les graphes connexes minimaux, c'est-à-dire qui ont le moins d'arêtes possible. Dans un arbre, vous enlevez une arête, vous déconnectez, parce qu'il n'y a pas de cycle, justement. Bon, donc les arbres, c'est les arbres, les arbres, c'est les graphes connexes minimaux, pour le nombre d'arêtes. Et c'est aussi les graphes sans cycle maximaux. C'est-à-dire, dans un arbre, vous ajoutez une arête, n'importe laquelle, ça crée un cycle. Puisqu'il y avait déjà un chemin dans l'arbre entre ces deux sommets, vous rajoutez l'arête, paf, ça vous fait un cycle. Donc, une autre façon de voir les arbres, c'est que c'est les plus petits connexes ou les plus gros sans cycle. En termes plus petits et plus gros en termes d'ensemble d'arêtes. Vous ne pouvez pas rajouter une arête dans un arbre sans créer un cycle. Vous ne pouvez pas en enlever une sans le déconnecter. C'est une définition aussi. Ces classes de graphes-là, c'est exactement les arbres. Ok. Parlons des plus courts chemins dans un arbre.
Première question, on l'a déjà traitée. Tant mieux. Donc le but là, c'est de montrer que dans un arbre, vous prenez n'importe quelle paire, le plus court chemin entre ces deux sommets, il est unique, il n'y en a qu'un. On passe par là. Il passe par quoi? Par la paire. Ben, il va d'un sommet de la paire à l'autre. D'accord. Mais il n'y a qu'une façon de le faire. Alors, on peut le voir hein, sur les exemples qu'on a fait. Voilà, je prends le gros, par exemple, d'exemple là. Je prends deux sommets, U et V. U, V. Je dis qu'il n'y a qu'un plus court chemin pour aller de U à V. Ben, c'est celui-là. En fait, c'est même pire que ça. Il n'y a qu'un chemin simple pour aller de U à V. C'est-à-dire que si vous ne faites pas exactement ça, progresser de U vers V, sans jamais vous détourner ou retourner sur vos pas, alors vous allez être pas simple. D'accord. Si vous sortez de ce machin-là, si vous allez faire un tour par là, ben, il va falloir revenir à un moment donné. Donc il n'y a qu'un chemin simple. Entre deux sommets dans un arbre, entre deux sommets quelconques, il n'y a qu'un chemin simple. Okay. Et il n'y a qu'un plus court chemin. Les plus courts chemins sont simples, bien sûr. On va montrer ça dans l'exo. Ok. On est où? On est là. Non, pas du tout. On est sur l'exercice 4. Voilà. Donc, première question. Je prends AB, une arête d'un arbre. Il faut montrer que A et B ne sont pas dans la même composante connexe. Si on enlève. Lorsque j'enlève AB, on l'a déjà montré. D'accord. Exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On a montré que ça a déconnecté forcément, parce que sinon, il y aurait un cycle. Et dans un arbre, il n'y a pas de cycle. Ok, donc ça, j'y reviens pas. Soit U et V, deux sommets de T, et soit P, un chemin simple. Donc là, je prends, dans mon arbre, je prends deux sommets. Donc j'ai mon arbre comme ça, qui branche un peu partout. Je prends deux sommets U et V. U et V, et je prends un chemin simple entre U et V. Okay. Je prends un chemin simple entre U et V. Je prends une arête sur le chemin entre U et V. L'arête, par exemple, AB. Okay, cette arête-là. Je veux montrer que n'importe quel chemin entre U et V, pas forcément simple, contient forcément cette arête-là. Donc je prends un chemin simple entre U et V. Je n'aurais pas dû faire là parce que ça vous induit trop sur le raisonnement peut-être. Je prends un chemin simple entre U et V. Il est simple. Il va de U à V. Dessus, je trouve l'arête AB. Je prétends que n'importe quel autre chemin entre U et V, pas forcément simple, que j'appelle P', il doit contenir l'arête AB quelque part. Il ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous pouvez me montrer ça? Avec tout ce qu'on a raconté, ça peut aller très vite. Allez, je vous laisse 5 minutes pour y réfléchir quand même. N'importe quel chemin entre U et V doit contenir l'arête AB. Si AB est dans un certain chemin simple entre U et V. Oui. Attends, tu as la solution, c'est ça? Je vais écouter, mais je laisse réfléchir encore un peu tes camarades. Oui, là, on est parti en effet d'un arbre. Oui, c'est en comprend. S'il y a un chemin qui passe par là, c'est que ça va. Sinon, ça va être un cycle. Eh, mais attends, c'est trop rapide, c'est ça que je te montre. Comment tu fais le raisonnement pour arriver à ça? Je suis d'accord, c'est vrai que c'est une question. S'il y a un autre chemin qui ne passe pas par AB, Parce que si on enlève AB, si on enlève AB, là, on sait qu'ils sont séparés, donc il ne peut pas avoir de chemin. ouais. Oui, d'accord. Ça C'est suffisant comme ça? Ouais, tu as à peu près ce que je veux dire. Juste chercher Si on enlève AB, on sait qu'ils sont séparés. chercher dessus. Désolé.
La seule chose que je ne vois pas dans ta preuve, c'est où joue la simplicité du chemin. Parce que la question d'après, c'est si le chemin P n'est pas simple, c'est pas vrai. Alors là, tu vas utiliser où la simplicité du chemin? C'est pour ça que je veux qu'on fasse des preuves très basiques. C'est pour voir apparaître cette hypothèse. Mais alimente-toi d'abord. Donc oui, une bonne preuve, donc déjà, il faut avoir une intuition de pourquoi c'est vrai. Et ensuite, si votre preuve est correcte, elle doit utiliser la simplicité de P, parce que sinon, si P n'est pas simple, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez une traduction intéressante de il n'y a pas de chemin P' qui ne contient pas l'arête AB? On peut le dire autrement, ça, d'une façon qui va vous aider, je pense, à montrer le truc. Il n'y a pas de chemin P' entre U et V qui ne contiennent pas l'arête AB. Dit autrement. Le chemin P est unique. Ça, on va le montrer au final, mais non, là, il faut juste traduire ça. Un truc qui implique ça. Un truc qui implique qu'il n'y a pas de chemin P' qui ne contienne pas l'arête AB. Oui. C'est ce qu'on montre là, en effet. Oui. Si on enlève l'arête AB, Ouais. on se retrouve avec deux. Si on enlève l'arête AB, Pas d'autre chemin. qu'est-ce qui arrive à U et V si on enlève la lettre AB? Ils sont plus reliés. Ils sont pas dans... Dans le même graphe, le même. Ouais, avec le bon vocabulaire, ça donne quoi? Ils sont pas dans le même graphe connexe. Dans la même composante connexe du graphe. Donc c'est ça. Si on montre ça, que quand j'enlève l'arête AB, U et V sont déconnectés, c'est-à-dire ne sont plus dans la même composante connexe du graphe, ben ça c'est la définition de il n'y a pas de chemin entre eux. Donc c'est-à-dire que quand j'enlève l'arête AB, il n'y a plus de chemin entre eux. Autrement dit, oui, j'espère. Non. Ouais. Si quand j'enlève AB, U et V ne sont plus dans la même composante, alors évidemment qu'il n'y a plus de chemin de U à V quand j'enlève AB. Autrement dit, il n'y a pas de chemin de U à V qui ne contiennent pas AB. Si quand j'enlève AB, il n'y a plus de chemin de U à V, c'est qu'il n'y a pas de chemin de U à V qui ne contiennent pas AB. C'est la même chose. D'accord ? Donc c'est ça qu'on va montrer. On va montrer que quand on enlève AB, U et V se retrouvent dans deux composantes connexes différentes. U et V sont séparés. Donc nous, on sait déjà un truc, c'est que quand on enlève une arête dans un arbre, comme un arbre il n'a pas de cycle, on a montré au tout début que quand j'enlève une arête dans un graphe qui n'a pas de cycle, je coupe en deux. D'accord ? Donc là, un arbre il était connexe et il n'avait pas de cycle, j'enlève une arête, comme il était connexe, je coupe en exactement deux morceaux. Comment montrer que U et V ne sont pas du même côté, ne sont pas dans le même morceau?
vous savez déjà, on l'a dit tout à l'heure, que A et B ne sont pas dans le même morceau. Ok? Quand vous déconnectez justement le morceau de A du morceau de B. Donc vous savez que vous enlevez AB, A et B ne sont pas du même côté. Pourquoi est-ce que U et V, ils ne sont pas du même côté? Ben, il y en a un qui est du côté de A et un qui est du côté de B, du coup. Qui est du côté de A? U, pourquoi? Pourquoi ça se voit qu'il est du côté de A? Parce qu'il n'a pas besoin de passer par B pour rejoindre A. Exactement, parce qu'ici, il y a un chemin de U à A. Je vais l'appeler P1, par exemple. Et ce chemin, est-ce que je suis sûr qu'il n'a pas besoin de passer par l'arête AB? Ouais. Oui, parce que c'est un chemin simple. Parce que ce gros truc-là, c'est un chemin simple. Donc l'arête AB, en particulier l'arête, elle n'y est qu'une fois. Donc elle n'est pas là. Donc du coup, en effet, le chemin P1, il ne contient pas AB. D'accord? Et le chemin P2, ici, là, de B à B, il ne contient pas AB non plus, toujours parce que le gros chemin P, il est simple. Donc voilà où joue la simplicité du chemin. C'est pour dire que U reste du côté de A et V reste du côté de B. Donc on sait que nous, quand on enlève un B, c'est cassé en deux, A d'un côté, B de l'autre. Et on vient de montrer, à cause de la simplicité de P, que U est du même côté de A que A et V est du même côté que B. Donc U et V ne sont plus dans la même composante connexe. Du coup, il n'y a pas de chemin entre eux. Voilà. Donc voilà pourquoi tous les chemins de U à V sont forcés de contenir AB. Et ça n'est vrai que si AB c'est une arête d'un chemin simple. Donnez-moi un contre-exemple pour une arête d'un chemin pas simple entre U et V qui ne va pas être contenu. Donc vous prenez un chemin qui n'est pas simple entre U et V et vous trouvez une arête dedans qui ne va pas être contenue dans tous les chemins. C'est la question d'après. On devrait peut-être afficher la question d'ailleurs. Elle est où? Voilà, c'est ça. La proposition de la question précédente est-elle toujours vraie si P n'est pas simple? On l'a dit ensemble, c'est non. C'est pas vrai si P n'est pas simple. Regardez le dessin là. Ça marche parce qu'AB, elle est bien entre U et V. C'est-à-dire, elle est sur le chemin simple entre U et V. On va montrer en 2 secondes qu'il n'y en a qu'un. Mais si vous prenez un chemin qui va batifoler sur les côtés, pour aller de U à V, si vous ne prenez pas le chemin le plus court, vous prenez un truc qui va batifoler comme ça, qui revient par là, qui revient là, 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 là. Bien sûr qu'il y a des arêtes qui ne vont pas se retrouver sur tous les chemins. C'est toutes les arêtes où vous avez batifolé. Donc si vous prenez par exemple ce chemin comme ça, et que vous prenez, je ne sais pas moi, A', ce sommet, et B', ce sommet, bon ben là, votre chemin de U à V, il contient AB, qui n'est pas simple, il contient A', B', mais il y a d'autres chemins qui ne contiennent pas A', B'. Par exemple, le chemin le plus direct, il ne contient pas A', B'. Donc voilà pourquoi, ça c'est une façon de caractériser les arêtes qui sont bien entre U et V, sur le chemin le plus court entre U et V. Si vous prenez les arêtes qui sont sur le côté, vous pouvez toujours trouver des chemins qui passent, mais il y a d'autres chemins qui ne passeront pas, parce que ce n'est pas nécessaire d'aller là-bas. Okay, donc ça, c'est un contre-exemple, par exemple. Est-ce que c'est bon pour vous, du coup? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a répondu à la question C? La proposition de la question précédente est-elle toujours vraie si P n'est pas simple? Trouvez votre réponse. On a donné un contre-exemple avec un P qui n'est pas simple. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. J'ai une question. Est-ce qu'on peut dire que P pas simple
obligatoirement à l'intérieur un P simple. Donc toutes les arêtes qui ne sont pas dans le P simple peuvent être Oui. ignorées, on peut dire. Oui, oui, ça c'est vrai. Dans P qui n'est pas simple, tu as toujours un P qui est simple dedans. Et toutes les arêtes qui ne sont pas dans le P simple. Toutes celles-là, c'est les candidates justement à ne pas être dans les autres chemins. Pour toutes celles-là, tu peux toujours trouver Un chemin qui ne les contient pas. le chemin simple que tu viens de former, par exemple. Ok. Ça marche. Vous êtes OK avec ça? C'est bon? Avant qu'on continue, du coup, j'aimerais bien que tous vous m'envoyiez un mail. Vous m'envoyez un mail à mon adresse que je vous ai montré au début du cours, là, christophe.crespel@univ-côte-d'azur.fr. Vous m'envoyez un mail, comme ça, je fais la liste des mails, parce que je vais communiquer avec vous par mail, c'est sûr. Je vais oublier des choses, je vais vous signaler qu'il y a des choses qui ont changé, je ne sais pas, l'emploi du temps, etc. Donc envoyez-moi un mail que je puisse vous joindre au cas où il y a besoin, et il y aura toujours besoin à mon avis. Vous envoyez quasiment un mail par semaine. Mon avis. Pour vous dire que j'ai trouvé une faute dans la correction et que j'ai corrigé, des trucs comme ça. Ok, donc on a montré la question C. On a prouvé la question C, la question D. Ah, bon ben voilà, ça y est, on arrive au cœur du truc. Donc maintenant, avec tout ce qu'on a fait, on peut montrer assez simplement qu'il existe un unique chemin simple de U à V. Donc nous, ce qu'on a montré, c'est que quand on prend un chemin simple de U à V, si on prend une arête qui est dedans, elle est dans tous les autres chemins. Je prétends qu'avec ça, on peut montrer qu'il y a un unique chemin simple. Autrement dit, vous prenez deux chemins simples de U à V et vous montrez que c'est les mêmes. Alors, il est unique, donc vous devez arriver à montrer que c'est les mêmes. C'est probablement pas assez formel. Oui, ben c'est formel. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces questions. Très bien. Parce que ton chemin simple, il peut faire n'importe quoi. Tes deux chemins simples, ils peuvent se recouper, ils peuvent revenir en arrière, prendre les arêtes de l'un à l'envers, etc. Tu n'as pas trop de contrôle sur ce qu'ils font. Il est où ton cycle? Pour l'exhiber, c'est pas facile. Parce qu'ils peuvent, Ils peuvent vraiment faire n'importe quoi. Si tu as deux chemins simples, bien disjoints, qui sont bien gentils, qui vont l'un à l'autre, je le vois le cycle. Mais s'ils commencent à se recouper dans tous les sens, le cycle simple, il n'est pas facile à trouver. Si, parce qu'ils peuvent le faire séparément. Les deux, je pense, ça peut se. Ok, j'ai compris ça. Est-ce que ça va marcher? Merci. J'ai pas eu l'heure. C'est une bonne raison. Est-ce que ça renvoie quand même? Alors, on a montré ça, qu'une arête, n'importe quelle arête d'un chemin simple, elle va être dans tous les autres chemins. Pourquoi ça force que si je considère deux chemins simples, je vais arriver à dire que c'est exactement les mêmes. Première étape, peut-être on peut dire qu'ils ont exactement les mêmes arêtes. Parce que c'est ça que ça va montrer, c'est une propriété d'inclusion, d'accord? L'arête AB, là, elle est dans tous les autres chemins. Donc j'en prends deux simples maintenant. Qu'est-ce que je peux dire? D'ailleurs, c'est l'arête AB, mais c'est toutes les arêtes du chemin simple, d'accord? Donc quand j'ai un chemin simple, toutes ces arêtes, à lui, sont incluses dans tous les autres chemins. Si on prend deux chemins simples, Ouais, P1 et P2, oui. et que toutes les arêtes de P1 sont forcément incluses dans P2 et inversement. Et inversement, puisque P2 aussi est simple. D'accord. Donc là, ce qu'on a, alors je ne sais pas si on peut aller là direct, mais en tout cas, on a montré qu'ils ont exactement les mêmes arêtes, P1 et P2. Parce que toutes les arêtes de P1 qui est simple se retrouvent dans tous les autres chemins, donc en particulier dans P2. Donc P2 contient toutes les arêtes de P1. A l'inverse, P2 est simple. Donc ces arêtes se retrouvent dans tous les autres chemins, donc en particulier dans P1. Donc P1 contient toutes les arêtes de P2. P2 contient toutes les arêtes de P1, P1 contient toutes les arêtes de P2. Double inclusion, égalité. Donc, ils ont les mêmes ensembles d'arêtes et ils sont tous les deux simples. Donc, ils ont tous qu'une fois en plus ces arêtes-là. Il ne reste plus qu'une question, est-ce qu'elles sont dans le même ordre?
Donc ils ont exactement les mêmes arêtes, avec occurrence une fois dans chacun des chemins, mais est-ce que c'est possible qu'elles apparaissent dans un ordre différent? Non, c'est pas possible, mais je vais vous laisser le montrer. C'est un exercice pour vous. Pourquoi c'est pas possible? Parce que déjà, celle qui touche U, le sommet qui touche U, voilà, il apparaît qu'une fois, U, et il y a un sommet qui touche U. Okay, les arêtes sont uniques, il n'apparaît qu'une fois, il est obligé d'en sortir. donc cette arête-là, par exemple, elle est au même endroit dans les deux chemins. L'arête U quelque chose, elle y est dans les deux chemins, et elle est exactement au même endroit, elle est au début du chemin. Alors je prends P1 et P2, je les ordonne à partir du U. Mais je vais vous faire ça un peu plus prosaïquement. Je prends mon P1 et mon P2, que m'a donné votre camarade. Ils partent de U tous les deux. Ils arrivent à V tous les deux. Ils ont le même nombre d'arêtes. Et en plus, c'est les mêmes, je sais. Je sais juste pas si elles sont dans le même ordre. D'accord? C'est les mêmes arêtes. Ici. Mêmes arêtes, mais je me demande si elles sont dans le même ordre. Ben, en tout cas, je peux vous dire que la première, c'est la même. C'est la première, c'est la même. Le deuxième élément de la première, on va prendre encore la même. Mais oui, on a le début d'une récurrence là. D'accord? Parce que je vous laisse faire du coup. Je vous laisse faire la récurrence pour vous amuser si vous avez envie. Mais la première, c'est forcément la même parce que l'arête, elle apparaît qu'une fois. Donc là, ici, celle qui touche le sommet U, il n'y a qu'un sommet qui est couplé au sommet U dans ce chemin. Il n'y a qu'un sommet qui est couplé au sommet U dans ce chemin, donc c'est le même. Et la dernière aussi, c'est obligé de rendre la même. Oui, la dernière aussi, mais en fait toutes du coup. Parce que là, on se retrouve avec quoi? Avec un chemin de A à V et un chemin de A à V qui ont le même ensemble d'arêtes. Et une arête de moins, donc par récurrence, vous montrez le truc. Donc c'est un bon entraînement d'écrire la récurrence. Ok, donc il y a un unique chemin simple de U à V. Et alors, est-ce qu'il y a un unique chemin le plus court de U à V? C'est ça, moi, que je veux montrer depuis le départ. Je veux juste que vous sachiez que dans un arbre, il n'y a qu'un chemin le plus court entre U et V, pour n'importe quel U et n'importe quel V. Je ne vais pas montrer ça. Ah mais vous l'avez de toute façon, je suis bête. Vous avez l'énoncé au moins. Ouais. Ah, il se trouve qu'un plus court chemin, c'est toujours simple. Parce que si c'est pas simple, ça veut dire que vous faites une boucle. Vous l'enlevez et c'est plus court. Donc un plus court chemin, il ne fait pas de boucle. Un plus court chemin, il est simple. Il y a un unique chemin simple. Donc il y a un unique plus court chemin. Ok? Ça vous va ça? Donc là, je l'ai fait en deux temps. D'abord montrer qu'un chemin le plus court, il est toujours simple. Le truc que je viens de dire avec la boucle, je l'ai fait formellement là, avec des chemins, mais ça n'a pas d'intérêt particulier. Ce qui est important, que vous devez retenir, c'est que du coup, dans les arbres, on a le droit de dire le plus court chemin entre U et V. Par contre, dans quelque chose qui n'est pas un arbre, il ne faut pas dire le plus court chemin, il faut dire un plus court chemin, si vous voulez en considérer un. Parce qu'il y en a potentiellement plein. Oh, il y en a plein. Il ne peut pas y en avoir tant que ça non plus, non? Des plus courts chemins entre U et V, si. Si c'est pas un arbre. Ouais, si c'est pas un arbre, si c'est un graphe quelconque. Il peut y en avoir plein ou pas? Ouais, il peut y en avoir quand même pas mal, parce que c'est ce que tu pensais tout à l'heure, il peut y avoir des choses comme ça. Il faut que j'en mette le même nombre. 3, 4, voilà, 1, 2, 3, 4. Ok, ça fait beaucoup, mais ça fait pas beaucoup en fait, parce que là, il y en a combien? Il y en a grand O de n, le nombre de sommets. Donc il y en a beaucoup, mais c'est quand même un nombre linéaire en nombre de sommets, parce que là, j'ai 4 sommets ici, là, j'ai 4 autres sommets, donc voilà, en tout, il y en a O de n. Ouais, mais non, il peut y en avoir exponentiellement beaucoup par rapport à n. Pourquoi? C'est quoi l'exemple? Donc je voudrais un graphe à n sommets, entre U et V, qui est n sommets, et qui est 2 à l'exposant n chemins. Différent. Plus court. Oui. Ouais, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu fais en partant de U? On peut créer
Ouais, j'aime bien ton idée d'entrecouper, mais comment tu fais alors? Tu pars de U. Combien de façons possibles de partir de U vers V? On va faire simple, on va dire qu'il y en a 2. Après, je fais quoi? On peut créer 2 travail d'après, ou 3 autant qu'on veut, et on relie les 2 du début au 5 concernant. Ouais, mais moi, je veux un truc un peu simple, quoi. Et si on- Ton idée d'entrecouper, ça veut dire qu'ils vont se recroiser un jour, les chemins. Oui. Bon, ben ils se recroisent de suite, alors. Comme ça. Puis là, ils se reséparent. Puis ils se recroisent. Ils se reséparent et ils se recroisent. Pourquoi est-ce que ça, des chemins, ça en fait un nombre exponentiel? Donc là, je sais pas, on va dire que la longueur de ce machin-là, c'est K. Je sais pas combien il y a de sommets, j'ai pas trop envie de compter, mais... S'il y a K sommets ici, on va dire qu'il y en a 3K plus 1. Ok, je fais un gadget comme ça à 3K plus 1 sommet. Donc ça veut dire que là, il y a K sommets ici. 1, 2, 3, K. Il y a combien de chemins plus courts différents de U à V dans ce petit gadget-là? Ben, à chaque fois, et de toute façon, c'est pareil que je passe par en haut ou par en bas. De toute façon, voilà, donc à chaque fois, il y a 2 choix. Donc par exemple, un chemin possible, c'est bon, ben, je passe par en haut. Mettons que je passe tout le temps par en haut. Ben, à chaque fois, en fait, je peux décider. Peut-être un coup, je passe par en haut, après, je passe par en bas, puis je repasse par en haut, puis je repasse par en bas. Donc en fait, à chaque fois, ici, j'ai 2 choix. Et 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 quand vous m'avez donné tous ces choix, si vous passez par en haut ou par en bas à chaque étape, je sais de quel chemin vous parlez. Donc il y en a K de choix. Donc il y en a exactement 2 à exposant K, des chemins comme ça. Et ils sont tous la même longueur, entre U et V, c'est le plus court possible. Donc en effet, s'ils se recroisent plein de fois, on peut avoir avec un nombre de sommets linéaires en K, un nombre de chemins qui est exponentiel en K. Donc les plus courts chemins, non seulement il n'y en a pas un unique en général dans les graphes, mais il peut y en avoir un nombre exponentiel. D'accord? Donc vraiment on dit 1. D'habitude on dit 1. Là dans les arbres c'est super, il n'y en a qu'un. C'est celui qui est direct, il n'y en a qu'un. Celui qui progresse vers la cible. Il n'y a qu'une façon de progresser vers la cible. Tous les autres c'est des trucs qui vont là où il ne faut pas aller. Ok, je ne fais pas la partie algorithmique. C'est celui-là que je veux faire, le dernier. C'est ce que vous aimez, les arbres enracinés. Donc un arbre enraciné, du coup, pas de suspense, tout le monde est naturellement venu sur ça. C'est un arbre. Alors moi j'aime bien qu'ils n'aient pas l'air enracinés. Dans laquelle j'ai choisi de particulariser un sommet. J'ai dit, toi tu seras le chef. Tu seras la racine. Et du coup, dans les arbres comme ça, ben, on peut les représenter plutôt comme vous l'avez fait, c'est-à-dire de façon hiérarchique, en mettant la racine en haut. Lui, il a 3 fils. Il y en a un qui en a 3. Il y en a un, voilà, qui en a 3, il y en a un qui en a 1. L'autre, qu'est-ce qu'il a? Il en a 2. Et il y en a une branche qui n'est pas trop grosse, on va la faire partir par là. Il y en a 2. Et il y a l'autre branche qui est un peu plus longue, qui en a encore 2. Et il y en a un des 2 qui en a 3. Voilà, un des deux qui en a 3. Comme ça. Ok? Donc là, je l'ai enraciné. Enraciné, c'est juste dire qui est la racine. Et on peut les représenter de haut en bas. Une fois qu'on sait qui est la racine, on l'accroche par la racine. Ça revient à dire, je prends ce sommet là, je le tire, et je fais tout pendre depuis lui. Okay. Quand on fait ça, chaque nœud U, il a ce qu'on appelle un pair. Le pair de U, c'est qui? Avec tout ce qu'on a fait, on peut le définir proprement. C'est le prochain sommet sur le plus court chemin de U à la racine. Son pair, c'est celui qui me rapproche de la racine. Donc ils en ont tous qu'un. C'est ça, je dis, il n'y a qu'une façon de partir vers le but. Si par exemple le but c'est la racine, il n'y a qu'une façon de partir vers la racine. Ok, et à l'inverse, on dit que U c'est le fils de pair de U. Donc si V est le père de U, U est le fils de V. Un nœud, il a plusieurs fils, mais il n'a qu'un père. Ok, ça c'est la définition. Pourquoi? Ah mais là c'est pas bon ça. Comment représenter un arbre à n sommets par un tableau de n entier? Je voulais dire un arbre enraciné. Donc là c'est un arbre qui n'est pas enraciné. Et je voudrais représenter un arbre enraciné par un tableau d'entiers.
Donc n sommé, je voudrais un tableau de n entier. Comment vous pouvez faire? C'est une représentation un peu classique. Qu'est-ce que vous allez stocker comme information pour décrire l'arbre de façon non ambiguë? Pour chaque sommet, je veux stocker un truc. Ouais. Là, c'est presque évident par rapport à la définition qu'on vient de donner. Qu'est-ce que je vais stocker pour chaque sommet? Son pair, d'accord. Si pour chaque sommet, je stocke son pair, j'ai décrit l'arbre. Donc c'est pour ça qu'on peut le représenter par un tableau. J'ai fait un tableau des parents, des pairs. Pour chaque sommet, je stocke son pair. Il n'y en a qu'un sommet pour lequel je ne sais pas stocker du coup. Celui que j'ai choisi comme racine. Je stocke quoi pour lui? Il y a deux façons de faire. Une façon, c'est, je ne sais pas qui l'a dit, c'est de stocker lui-même. Bon, alors sinon, une valeur, un placeholder, genre -1 ou un truc comme ça. Oui, on va dire, une valeur bidon. Ouais. Alors, les deux façons marchent. Pourquoi? Si c'est une valeur bidon, il faut qu'elle soit vraiment bidon. Ça veut dire qu'elle soit hors du range que j'utilise pour représenter les nœuds. Parce que du coup, là, mes nœuds, ça devient des entiers. Donc la première chose à faire, c'est de numéroter les nœuds de 0 à n-1. Il y a n nœuds, je les numérote de 0 à n-1. Et du coup, mon tableau, il est indicé par les entiers de 0 à n-1. Et dans la case indicée i, je vais mettre le pair de i. Ok. Donc il faut que, si je prends une valeur bidon, il faut qu'elle soit hors du range que j'utilise pour stocker mes nœuds. Hors de 0 à n-1. Donc je peux prendre par exemple -1, juste à gauche, ou je peux prendre n jusqu'à droite, juste à droite. Ça, c'est une très bonne façon de faire, mais pas si très bonne que ça. Il y a un petit cas où ça va nous embêter. C'est que si, par exemple, votre tableau, il utilise déjà tout le type. Par exemple, il est indicé par les unsigned int, par les entiers non signés. S'il utilise déjà tout le type, que sa borne droite, c'est indicé int max, unsigned int max, qu'est-ce que vous allez trouver hors du range? Il n'y a rien hors du range. C'est pour ça que la tactique, une autre tactique qui marche, c'est de dire, pour la racine, son pair, je dis que c'est la racine. Ça revient à mettre une boucle, d'accord? Bon, c'est pas très important, mais ce qui compte, c'est que c'est identifiable. Tous les sommets ont un pair qui est différent d'eux-mêmes, sauf la racine. Donc quand je lis le tableau, je sais très bien dire qui est la racine. Pas par reconnaître la valeur qui est hors de range, mais par reconnaître que c'est le seul sommet pour lequel i est égal à paire de i. Okay? Donc les deux tactiques marchent, et il y a un petit avantage à paire de i, à i égale paire de i, parce que ça marche tout le temps pour sûr. Après, il y a un avantage aussi à mettre des valeurs bidons, c'est que les valeurs bidons, on voit bien que c'est bidon, et que si elles passent dans des endroits du programme où elles ne doivent pas passer, en général, ça crie, ça fait n'importe quoi. Donc les deux sont intéressants. Donc est-ce que vous pouvez dessiner le tableau qui représente cet arbre enraciné en 7 et cet arbre enraciné en 2? Donc je vous aide. Le tableau, il a... Non, il ne va pas être beau ce tableau. Il a 12 nœuds. De 0 à 11, ils sont. Là, je m'applique. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Ils sont indicés de 0 à 11, de 0 à n-1. Alors, si je l'enracine en 7, qui est le pair de 0? 1. On va faire à chacun donner une réponse. Pour toi, qui est le pair de 1? 4. Qui est le pair de 2? Il faut que je vérifie. Pour moi, je suis moins rapide que vous. 5. Qui est le pair de 3? 3, c'est 1. Qui est le pair de 4? 7, bien vu. Qui est le pair de 5? 4. Qui est le pair de 6?
5. Ok. Qui est le père de 7 pour toi? Ah, c'est bon, 7. Alors, avec ta convention, c'est 7. Qui est le père de 8? 5. 8, 5, c'est correct. Qui est le père de 9 pour toi, tout au fond? Oui, pour toi. Qui est le père de 9? 10. C'est 10. Qui est le père de 10? T'as dit quoi? T'as dit 7, c'est bien, mais c'était pas toi que je visais. Du coup, derrière, qui est le père de 11? C'est 10. Le père de 11, c'est 10. Ok, super. Ceux qui ne sont pas passés, ne vous inquiétez pas. Il y a un autre enracinement. Donc cette fois, j'enracine en 2. Ça peut paraître un peu curieux parce que c'est une feuille de l'arbre. Mais rien n'interdit d'enraciner une feuille de l'arbre. D'accord ? Je peux très bien enraciner ici. Voilà. Ça fait un drôle d'arbre parce que si vous le représentez de façon enracinée, ben, le premier étage, il n'a qu'un fils, quoi. Et c'est après seulement que ça branche. Bon, c'est pas grave. Donc alors, qui est le père de 0 si j'enracine en 2? Alors on en était où? À toi. 1. Le père de 0, c'est 1. Le père de 1, 4. c'est 4. Le père de 2, moi non plus, parce que c'est la racine. Alors 2, avec cette convention, on va prendre notre convention pour changer un peu. On va dire une valeur bidon. Moins 1. Allez, hop. Le père de 3, c'est 1. Le père de 4, 5. le père de 4, c'est 5. Oui, c'est vrai ça. Le père de 5. Oui. 2. Je fais des feintes de regard des fois, attention. Le père de 6. 5. Le père de 6, c'est 5. Correct. Le père de 7. 4. C'est 4. Le père de 8. 5. Le père de 8, c'est 5. Le père de 9, collégialement, c'est qui? C'est 10. Le père de 10, c'est 7. Et le père de 11, c'est 10. Un truc qui est rigolo, c'est de regarder qui a changé. Pas tellement de monde qui a changé. On a changé la racine quand même un peu du tout au tout, mais en fait, il y a beaucoup de parties de l'arbre qui sont tournées vers le même endroit. Ça a changé. C'est normal, ça c'était l'ancienne racine. Ça n'a pas changé. Ça a changé, le 5 aussi. Hein. 5 et 4. 5 et 4. Est-ce que c'est tout? Non, lui, ça a changé aussi. C'est la nouvelle racine. 1, 4, 1. Il n'y a que 4 trucs qui ont changé, c'est un peu décevant. Alors peut-être qu'on peut les identifier, qui c'est? Ben, les 4 trucs qui ont changé, en fait, c'est les 4. Je pense que c'est toujours vrai ça. C'est les 4 qui sont sur le chemin. Parce que lui, avant, la racine, il l'a trouvée en partant là-bas. Maintenant, c'est plus vrai. Et pour tous les nœuds sur le chemin, c'est ça. Avant, la racine, elle était de ce côté. Maintenant, elle est de l'autre côté. Okay. Donc, il n'y a que eux qui ont changé. Les autres, pour eux, c'est pareil. Ok. Représentation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dedans? Ah oui, voilà. Après, il faut savoir. Voilà, je veux savoir faire les deux opérations de base. Donc, les deux opérations de base sur les graphes, c'est donnez-moi deux sommets et je dois vous dire s'ils sont adjacents. Donnez-moi un sommet, je dois lister ses voisins. C'est les deux opérations qu'on fait sur les graphes, dans les algos de graphes en général. En tout cas, c'est les plus représentés. Donc, alors là, la première, je vous donne deux sommets. Je veux savoir s'ils sont voisins. Quel temps ça va me prendre? Représentation tableau. Représentation de tableau, du coup. Ouais, on est fixé sur représentation de tableau. Comment je vais m'y prendre pour savoir si U et V sont voisins dans l'arbre? Oui. On regarde s'il y a un point vers l'autre. S'il y a un? Si on a un des deux qui pointe vers l'autre, c'est représentation. Oui, c'est-à-dire s'il y en a un qui est le père de l'autre. Donc je regarde si U est le père de V et si V est le père de U. Et en effet, s'ils partagent une arête, cette arête c'est une arête de l'arbre, donc là l'arbre enraciné, c'est une arête père-fils. Il n'y a que des arêtes père-fils. Donc c'est dans un sens ou c'est dans l'autre, mais j'ai juste à vérifier ça. Soit U est le père de V, soit V est le père de U. Donc j'accède aux deux cases de U et de V dans le tableau, je regarde si un est le père de l'autre. Okay. Ça prend un temps constant. Donc c'est très efficace. Okay. C'est comme là, quelle représentation des graphes que vous connaissez, j'espère? C'est comme là.
matrice d'adjacence. Dans la matrice, vous allez directement lire la case UV, paf, et vous dit 0 ou 1. Là, c'est pareil, temps constant. Est-ce que lister les voisins, c'est efficace? Je sens pas trop là. Pourquoi? Parce que quand je veux lister les voisins de U, bon, il y en a un qui est facile à trouver, c'est son père. Je vais voir la case U, je vais voir père de U, paf, ok, c'est bon. Mais les autres, ses fils, comment je les trouve? C'est ça. Donc il faut que je retrouve partout dans le tableau qui est-ce qui a écrit U dans sa case, qui est-ce qui a son père qui est U. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir parcourir le tableau en entier. Et même jusqu'à la dernière case, parce que tant que je n'ai pas eu la dernière case, je ne peux pas savoir si la dernière case elle pointe vers U ou pas. D'accord. Le dernier sommet peut être attaché n'importe où, à n'importe quel nœud. Donc ça va me prendre un temps grand O de n. Donc ça, c'est pas efficace. Donc cette représentation, alors on finit ça, du coup on finit le truc et je vous lâche là-dessus. Donc cette représentation en tableau, moi personnellement, en termes d'espace, je la trouve super efficace. Grand O de n. Alors que les listes d'adjacence d'un graphe, c'est un grand O de m, le nombre d'arêtes dans le graphe. Donc là, pour un arbre, on y a beaucoup gagné ou pas? On n'a rien gagné parce qu'en fait, il se trouve que pour un arbre, m et n, c'est pareil. M est égal à n-1. Donc en fait, elle est très élégante, elle est très compacte et tout en mémoire. C'est quand même un tableau, hein. C'est pas des listes qui pointent, il n'y a pas plein de cellules. Mais en fait, à un facteur 2 près, parce que dans les listes d'adjacence, vous stockez quand même chaque arête 2 fois. U est voisin de V et V est voisin de U dans les listes d'adjacence. Donc là, vous avez gagné un facteur 2, mais c'est pas incroyable, d'accord? En fait, ça paraît très très efficace, mais en fait, les listes d'adjacence, pour un arbre, c'est déjà très efficace en termes d'espace. C'est un grand O de n aussi, parce que m est égal à n pour un arbre. Donc en termes d'espace, il ne s'est rien passé. Par contre, en termes de requête, avec les listes d'adjacence, vous n'avez pas l'adjacence en temps constant. Là, avec ça, vous avez l'adjacence en temps constant. Par contre, si vous voulez lister les voisins, le tableau, c'est nul. Il faut parcourir tout le tableau. Dans ce cas-là, il vaut mieux les listes d'adjacence. Alors, qui me sort la superstructure pour représenter les arbres? Du coup, moi, je veux tout. Moi, je veux espace grand O de n, je veux adjacence en temps constant, et je veux voisin en temps proportionnel au nombre de voisins. Grand O du degré du sommet. Comme dans la liste d'adjacence. Je veux le meilleur de tous les mondes possibles. Oui? Peut-être, mais je ne pense pas. Parce qu'un tas, je pense que tu vas avoir un log n qui va traîner au milieu. Tu vas chercher dans le tas, ça va être un log n. Alors, la réponse, elle est bête. Hein. Si vous voulez pouvoir faire le dimanche, des fois des balades en 2 chevaux, des fois des balades en Ferrari, une solution, c'est d'acheter une 2 chevaux et une Ferrari. D'accord? Si vous voulez les avantages de la 2 chevaux et de la Ferrari, vous achetez les deux, vous avez les 2 avantages. Là, ça marche. Prenez les 2 structures. Les listes d'adjacence plus la représentation en tableau. Grand O de n plus grand O de n en espace, ça reste grand O de n. Quand vous faites les requêtes d'adjacence, vous allez utiliser le tableau, la 2 chevaux, la Ferrari, comme vous voulez. Et quand vous faites les requêtes de voisinage, vous utilisez l'autre. Ok? Donc en fait, il y a bien une superstructure très compacte, O de n en espace, qui permet de faire de façon optimale les requêtes d'adjacence et les requêtes de voisinage. Parce que grand O de 1 pour l'adjacence et grand O du degré pour le voisinage, c'est optimal. Okay? Si vous produisez la liste des voisins, il faut au moins ce temps-là pour l'écrire. Ben, c'est bon. Vous prenez liste d'adjacence plus la représentation en tableau et vous avez tout. Voilà. Et bien sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter un bon appétit. Et vous dire qu'on se retrouve jeudi. Vous savez qu'on se retrouve jeudi à la même heure, 9h15. Et je pense, j'essaierai qu'on fasse aussi moitié CM, moitié TD. Pas sûr. On pourrait se retrouver à faire que du CM, mais j'ai pas trop envie. Vous non plus.